Je suis ravie voilà, de pouvoir vous rejoindre sur ce quatrième webinaire. Je vous ai fait faux bond sur les 2 et 3, mais j'ai su voilà, par Alexandra Nimov et par tout le petit groupe qui les animait que ça a été un vif succès à chaque fois. Donc je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je voulais juste vous remercier d'être présent en nombre sur ces webinaires. C'est peut-être un format qui convient et je vais tout de suite laisser la parole pour le bloc de compétences 8. Donc on va se projeter un petit peu sur l'année prochaine, mais il y a des choses à anticiper dès cette année. Et je laisse la parole donc à Alexandra Nimov, Gaël Horry, Magali Douce et Stéphanie Brouillet. Merci. Merci beaucoup, Madame Gagné. Merci de nous faire l'honneur d'ouvrir donc ce dernier webinaire, qui est le dernier épisode de notre fameux feuilleton des mini-webinaires BTS-CJN. Donc effectivement, aujourd'hui, nous faisons presque du teasing pour l'année prochaine, puisque nous allons parler du bloc 8, autrement dit l'environnement économique et managérial du notariat, qui est le bloc de compétences qui est, alors, pour les centres de formation qui observent la réglementation ou plutôt les recommandations pédagogiques que nous avons fait dans le guide d'accompagnement pédagogique, qui est donc de différer cet enseignement à la deuxième année. Donc, par définition, normalement, personne n'enseigne encore ce bloc de compétences numéro 8, mais vous allez voir au fur et à mesure de nos présentations, et d'ailleurs ceux qui étaient déjà présents au séminaire en présentiel l'année dernière, à peu près à la même époque à Paris, nous avions insisté sur le fait que, ma foi, dès la fin de la première année, il était important que les étudiants soient au courant de ce qu'ils allaient faire en seconde année dans ce bloc de compétences, parce qu'il est nécessaire qu'ils partent en stage avec un œil éclairé. Alors, pour éclairer cet œil d'étudiant, pour éclairer aussi le nôtre, le vôtre, en tant qu'enseignant de BTS-CJN, à nos côtés ce soir, comme l'a annoncé Anne Gagné, Gaël Horry, Magali Douce et Stéphanie Brouillet-Guillon, qui vont se présenter et qui sont toutes trois expertes de cet enseignement. Je ne ferai qu'un modeste accompagnement de ces dames sur la partie certificative avec les grilles d'évaluation, puisque pour tout le monde, il va y avoir une certification, certains en CCF, d'autres en version ponctuelle. Mesdames, la parole est à vous. Merci Alexandra. Alors je vais commencer par prendre la parole ce soir en vous présentant brièvement une séquence pédagogique clé en main. Avant de débuter cette présentation, je vous rappelle quelques éléments concernant cet enseignement d'environnement de l'activité notariale, donc qui correspond à notre bloc 8, à l'épreuve certificative numéro 32. Donc, deux petits éléments pour rappeler que nous disposons d'un référentiel qui se présente de manière originale, sous forme de problématiques à traiter. Nous avons 16 problématiques qui nous sont proposées, qui ne sont pas classées justement, qui ne sont pas classées par thématique et pour lesquelles il n'y a pas non plus d'ordre de traitement qui est prévu. Il comprend également un ensemble de notions économiques et managériales dont il faut s'emparer pour traiter les problématiques qui vont être des outils pour les étudiants pour s'emparer de ces problématiques. Donc l'objectif est que l'étudiant puisse se construire une culture économique et managériale appliquée au secteur du notariat en particulier. Voilà. Donc ces petits rappels étant faits, je vous propose de passer à la présentation de cette séquence pédagogique sur la Legal Tech et l'interprofessionnalité, menaces ou opportunités. Gaëlle, pourquoi avoir choisi de présenter cette problématique ? Alors, rappelez-vous, lors du PNF l'année dernière, nous avions un atelier l'après-midi sur le bloc 8, pour lequel nous avions réalisé un sondage WooClap concernant ces problématiques pour savoir lesquelles nous écarterions a priori. Puisque, effectivement, sur les 16 problématiques qui nous sont proposées, on a l'obligation d'en traiter seulement 12. Donc, on peut a priori en écarter 4. Alors, parmi ces problématiques qui avaient été écartées, eh bien celle sur l'interprofessionnalité et la Legal Tech a rencontré un franc succès, mais pour être écartée, sans doute peut-être la plus déroutante, parce que notions nouvelles qui ne sont pas forcément connues des étudiants et peut-être pas des enseignants, en tout cas des notions qui n'apparaissent pas dans l'actuel référentiel du BTS Notariat.
Donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, Magali, Stéphanie et moi-même avons décidé de s'emparer de cette problématique et avons imaginé pour vous une proposition de séquence pédagogique clé en main que vous pouvez retrouver, que vous avez pu retrouver, dont vous avez pu retrouver, pardon, un extrait sur le site Via Éduc il y a quelques temps, et puis le CRCF, dans son intégralité aujourd'hui, propose cette séquence sur l'interprofessionnalité et la Dégaltech. Alors, on va peut-être diffuser le document que vous pouvez trouver donc sur le site du CRCF. Il est en train de se charger peut-être. Voilà, juste une petite seconde, le temps que ça apparaisse à l'écran. C'est bon, Gaëlle. Oui. C'est bon, il apparaît? Très bien. Tout à fait. Alors, cette problématique présente plusieurs intérêts. Tout d'abord, il va permettre de présenter deux évolutions majeures pour l'environnement du notariat, que sont le développement du numérique d'une part, et puis l'intensification de la concurrence auxquelles sont confrontés les notaires. Et on va s'intéresser donc aux conséquences que cela a sur les offices notariaux. Nous avons identifié plusieurs objectifs pédagogiques. Tout d'abord, ce traitement de cette problématique va nous permettre de définir les concepts clés que sont Legaltech et interprofessionnalité, des concepts inconnus certainement des étudiants. Ensuite, nous allons caractériser les acteurs concernés, déterminer les opportunités et les menaces qu'ils constituent pour la pratique notariale. Et puis enfin, cette problématique va nous permettre d'acquérir quelques notions du référentiel. Rappelez-vous, nous avons ces notions économiques et managériales à traiter tout au long de l'année à l'occasion des problématiques. Et bien là, plus spécialement, nous allons nous intéresser à la blockchain et puis à la substitution capital-travail. Cette problématique va nous amener à vous proposer des outils pédagogiques. Nous avons cherché à alterner le type de documents utilisés, le type de travaux proposés, de restitution. En l'occurrence, en termes de support, nous proposons à la fois des documents textes, graphiques, des vidéos, des infographies, l'utilisation de sites internet. Alors d'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour rappeler qu'il faut faire attention à l'actualisation des liens que nous proposons et même des documents, puisque les informations évoluent rapidement dans le domaine. Donc attention à l'actualisation. En termes de type de travaux, il y a encore de la variété, puisque nous vous proposons parfois un travail préparatoire qui sera réalisé par les étudiants en amont de la séance, et d'autres fois du travail à réaliser en classe, du travail qui peut être réalisé de manière individuelle ou collective à d'autres occasions. Et puis enfin, on vous propose plusieurs modalités de restitution de ces acquisitions, de ces notions découvertes par les étudiants, soit à l'oral classiquement ou à l'écrit, avec soit des réponses brèves qui sont attendues ou parfois des réponses plus complètes, plus développées, de type plus argumentative, avec également une proposition de synthèse à réaliser pour une restitution à l'ensemble de la classe. Gaëlle, comment tu envisages concrètement le déroulement de cette séquence? Alors, nous avons fait le choix ici de travailler les deux notions Legaltech et interprofessionnalité dans un premier temps de manière séparée. Là encore parce que ce sont des concepts nouveaux pour les étudiants. Donc, on les traite d'abord séparément. Et ensuite, eh bien, nous faisons le lien entre ces deux notions. Nous allons tenter d'identifier ce qui les rapproche dans un deuxième temps. Voilà. Mais pour cette problématique, c'est d'abord séparément. Merci Gaëlle. Donc Gaëlle vous a présenté une séquence pédagogique clé en main. Et là, maintenant, c'est Stéphanie qui va prendre le relais et vous faire une toute autre proposition pour vous permettre en fait de construire vous-même votre propre séquence pédagogique. Merci Magali. Alors effectivement, peut-être un petit complément, si vous appuyez sur les 3 points, c'est bien ça en haut à droite de votre document, enfin du document projeté, vous pouvez le télécharger immédiatement. Voilà ce que... C'est en bas. En haut, c'est pour le mettre en plein écran. Voilà. Sinon, le petit icône avec le signe de téléchargement où il y a la petite flèche qui descend vers le bas et vous pouvez effectivement immédiatement le télécharger, mais sinon, de toute façon, il est à disposition libre sur le site du CRCF. Oui, effectivement. Et donc, cette publication disponible sur le site du CRCF porte plus précisément sur l'une des problématiques présentées par Gaëlle tout à l'heure. Donc, le marché du travail a-t-il une influence sur la gestion des ressources humaines
d'un office. Alors, l'objectif de cette publication, c'est pas vous proposer une séquence pédagogique, mais plutôt de rassembler un large éventail de documents, de formes et de sources variées. C'est-à-dire que vous trouverez des textes, des tableaux, des graphiques, mais aussi des vidéos, des podcasts et un entretien de sites institutionnels et professionnels. Alors, l'objectif de ce corpus, c'est de pouvoir construire sa séquence pédagogique en lien avec cette problématique et de montrer les incidences des différentes situations du marché du travail sur l'organisation d'un office notarial et notamment en termes de gestion des ressources humaines. Alors, pour plus de clarté, les 21 documents proposés dans cette ressource sont organisés en 5 grandes parties. Et puis, pour chaque document ou groupe de documents, eh bien, est précisé l'intérêt didactique, c'est-à-dire pourquoi je retiens ce document, quels sont les apports scientifiques, mais aussi des propositions de pistes pédagogiques, c'est-à-dire comment je vais transmettre ces notions aux étudiants et comment les faire travailler les compétences du bloc 8. Alors, pour être peut-être plus concrète, donc je vous présente voilà la première grande partie entre guillemets. Elle porte sur les notions et les situations du marché du travail. Alors là, c'est un choix personnel. Pour organiser ces documents, j'ai préféré rassembler des ressources qui font le parallèle avec des mots connus dans l'actualité pour susciter l'intérêt des étudiants. Et par exemple, eh bien, il est possible d'exploiter une vidéo de 5 minutes publiée sur le site de Citeco. Cette ressource est très dynamique et elle a l'avantage de poser des concepts clés dans le cadre du marché du travail. Il est ensuite possible de faire une transversalité avec le collègue en anglais, donc c'est ce que vous voyez ici avec une vidéo, mais pour le ou la collègue d'anglais. En complément de cette vidéo, de poursuivre sur une constatation sur le marché du travail, la pénurie de main-d'œuvre, en utilisant une ressource, donc la newsletter de Briefeco. Et ça permet de proposer aux étudiants de prélever des informations et de leur soumettre une question afin qu'ils travaillent un écrit structuré et argumenté. Et puis, en parallèle de l'étude de cette expression, donc à quoi correspond la pénurie de main-d'œuvre, utiliser ensuite, pourquoi pas, une publication de l'INSEE pour étudier le chômage, et donc en variant des publications de textes et des graphiques. Enfin, pour terminer cette première partie, 2 autres propositions, soit s'appuyer sur une publication de la DARES, en fait, qui montre que les jeunes qui intègrent le marché du travail sont de plus en plus diplômés, et donc pourquoi pas inviter nos étudiants à prendre contact avec nos anciens étudiants pour voir si finalement ces chiffres on peut en faire une démonstration avec eh bien les anciens étudiants de nos BTS anciennement notariat, maintenant CJN, et éventuellement la consultation du site Bourse d'emploi du notariat. Alors l'idée était qu'en consultant quelques annonces d'emploi, est-ce qu'on pouvait retrouver les critères cités par les employeurs dans la publication de la ressource de Briefeco. Alors Magali, ton micro n'est pas allumé, mais tu voulais intervenir. Oui, simplement, je voulais poser une question, j'avais envie, sinon, mais vas-y, je te laisse. Stéphanie, je voulais te poser comme question, je voulais savoir donc si tu comptais traiter tous les documents que tu as présentés. Non, pas du tout. C'est effectivement l'objet de ce corpus documentaire, c'est vraiment de faire un choix dans toutes les propositions. Par exemple, personnellement, j'aurais retenu la vidéo de Citeco, la publication sur la pénurie de main-d'œuvre et ensuite la consultation de ce site internet. Et donc, voilà, sur cette ressource qui est publiée, sur ce dossier documentaire, l'objectif, c'est vraiment que chaque enseignant puisse sélectionner, retraiter, adapter et surtout actualiser les documents proposés selon bien évidemment sa progression et notamment les 12 problématiques retenues et l'environnement professionnel de ses étudiants. Je poursuis très rapidement avec les autres parties. Par exemple, sur la deuxième partie, cela porte sur une question, je pense, ou une remarque de Madame Gagné. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui.
Je veux remercier Stéphanie d'avoir fait ce travail de compilation de ressources et peut-être attirer votre attention sur un point qui est que les différentes ressources demandent des méthodologies différentes et de fournir plusieurs entrées à vos étudiants, une entrée quantitative, une entrée littéraire. Ça peut être important pour eux dans leur employabilité future. Voilà. Donc de pas négliger en fait cette alliance entre quantitatif et littéraire, c'est vraiment important. Après, pour tout ce qui est vidéo ou autre, bien évidemment, faites-vous plaisir. Voilà. Je ne prends pas plus de temps. Alors, je poursuis effectivement par rapport aux différentes formes de documents. Par exemple, ici, concernant la fixation du salaire, qui est en lien avec cette problématique, eh bien, pour travailler la notion de salaire, utiliser des ressources de vie publique et services publics, mais aussi offrir une alternative par rapport au temps consacré dans le cadre de la construction de cette séquence, avec une vidéo qui s'appuie sur des informations fiables pour comprendre le SMIC. Et ensuite, bien évidemment, il semblait difficile d'aborder le salaire sans demander aux étudiants de consulter, décortiquer la Convention collective nationale du notariat concernant la rémunération. Ensuite, sur la troisième partie, qui s'intitule Activité notariale et marché du travail, quel constat? Eh bien, c'est justement l'occasion, maintenant que les étudiants maîtrisent les concepts clés en lien avec cette problématique, de leur proposer des textes longs, puisque dans le cadre de la construction de leur rapport, ils devront s'entraîner à lire des ressources, des publications qui vont leur permettre justement de travailler leur rapport, d'apporter des informations pour soutenir la problématique qu'ils auront choisie. Et vous avez ici des compléments possibles si vous souhaitez approfondir. Par exemple, ici, ce sont des sites de prestataires de services qui s'adressent aux notaires dans le cadre de la gestion de leurs ressources humaines. Toujours dans le cadre de cette problématique, nous pourrions étudier la GPEC, donc la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Stéphanie, ça aussi, il faut le voir. Alors non, justement, dans le cadre de la liberté pédagogique, comme Gaëlle le disait tout à l'heure, nous pouvons classer les notions dans les problématiques que nous avons retenues. Par exemple, dans le cadre de ma liberté pédagogique, la GPEC, c'est une notion que je travaillerai davantage dans une autre problématique, notamment la gestion des ressources humaines augmente-t-elle la création de valeur des offices notariaux? Je préférerais me concentrer sur la cinquième, et dernière grande partie que je vous propose, sur les mutations, donc les conséquences des mutations de l'environnement sur le marché du travail. Vous avez un axe proposé sur l'environnement numérique avec une publication concernant le cybernotaire et un podcast, mais c'est surtout le deuxième axe de réflexion sur l'environnement social, puisque nous avons lu plusieurs publications par rapport justement sur le rapport des jeunes au travail, et il y a un article par exemple du Monde enrichi d'infographies que nous pouvons compléter avec un podcast de France Culture. Et en fait, cet axe de réflexion m'intéressait puisque ça faisait écho avec des retours de notaires dans le cadre des suivis de stage, qui plusieurs exprimaient finalement des décalages sur la valeur travail entre les jeunes accueillis en stage et ce qu'ils avaient pu vivre auparavant. Donc je travaillerai plutôt cet axe. Et ensuite, enfin, pour construire une ressource à proposer aux étudiants, je me suis attachée à aller à la rencontre de Maître Potier, notaire à Fontainebleau, pour qu'elle me partage ses propres constatations sur les situations du marché du travail et en quoi ça influençait la gestion de ces ressources humaines. L'idée, c'était d'être au plus près, d'être sur le terrain, au plus près de l'environnement professionnel de nos étudiants. Stéphanie, tu nous as présenté beaucoup de ressources, mais est-ce qu'il y a un inventaire des sources sur lesquelles on peut s'appuyer?
Oui, effectivement, toutes les ressources qui sont citées là dans cette publication de dossiers documentaires en lien avec le marché du travail, eh bien, ont été prélevées dans une autre publication disponible sur le CRCF, sur le site du CRCF. Elle s'intitule Cytographie, bibliographie et autres ressources pour le bloc de compétences 8. Et vous verrez, eh bien, nous vous présentons des sites institutionnels, professionnels, d'actualité générale, mais aussi des propositions de vidéos, films, podcasts et des propositions également pour apprendre les notions en lien avec le bloc 8 hors des murs, par exemple. Voilà, je peux laisser à présent la parole à toi, Magali. Ouais, merci Stéphanie. Donc, grâce à l'exploitation des dossiers qui ont été présentés par Gaëlle et Stéphanie, et surtout tous ceux que vous allez être amenés à construire, vous allez donc faire des apports notionnels, les apports qui ont été donc présentés dans le référentiel. Si nous avions pu nous retrouver comme prévu en présentiel, nous vous aurions posé la question suivante dans le cadre d'un atelier. Comment imaginez-vous l'apport notionnel au sein de vos classes ? Bon, comme ça n'a pas été possible, nous sommes adaptés au format webinaire et nous allons vous faire part des fiches ressources que nous avons envisagé de construire avec nos étudiants. Alors, nous avons pensé à des fiches ressources pour chaque notion réutilisable sur différentes problématiques. Des fiches ressources qui peuvent et qui doivent se construire et s'enrichir tout au long de l'année. Depuis l'an passé, nous insistons sur l'apprentissage spiralaire et on pense que la construction de ces fiches ressources s'y prête tout à fait. Alors Magali, est-ce que tu peux nous préciser qui va construire ces fiches ressources? Alors, Comment ces fiches vous envisagez ça? Pardon. Ces fiches ressources peuvent être élaborées en amont par l'enseignant, mais elles peuvent être construites par les étudiants individuellement ou collectivement. Cela dépendra des façons de faire de chacun d'entre nous, nous en avons bien conscience. Mais nous pouvons même imaginer alterner des fiches ressources créées par le professeur et d'autres par les étudiants selon les notions que nous souhaitons faire passer. Nous pouvons prendre deux exemples à ce propos. Si on prend par exemple la problématique, les notaires doivent-ils forcément adopter une démarche stratégique ? Il va nous falloir donc insister sur les différents types de stratégies, notions qui font partie des notions managériales à apporter. On peut très bien dans ce cas-là envisager une fiche ressource sur les différentes stratégies, une fiche ressource fournie par le professeur. Et dans ce cas, les étudiants doivent alors être capables de montrer qu'ils seraient capables de faire des liens entre les documents qui ont été fournis dans le corpus documentaire et ces notions. Et puis à l'inverse, si on reprend le dossier qui a été présenté par Gaëlle, LegalTech et Interprofessionnalité, les étudiants peuvent construire une fiche ressource pour chacune de ces notions au fur et à mesure de la lecture et de l'analyse des documents. D'accord, Magali, mais ça veut dire que ces fiches ressources, ce sont des synthèses de cours? Alors, pas du tout. Ce ne sont pas des synthèses de cours pour une seule et unique raison. Chacune de ces notions doit pouvoir être réexploitée, enrichie lors de l'étude d'une autre problématique. Donc, ça veut dire que ces fiches ressources, c'est, comme son nom l'indique, un ensemble de fiches sur lesquelles les étudiants vont pouvoir revenir tout au long de l'année en fonction des problématiques qu'ils vont exploiter. Et ce n'est en aucun cas donc une synthèse de la problématique que l'on vient de faire, puisque cette problématique ne sera jamais redemandée dans le cadre de la certification telle qu'elle a été exploitée en classe. Voilà, donc dans le cadre, par exemple, de la problématique sur la LegalTech et l'interprofessionnalité, on peut imaginer que l'étudiant va établir une fiche ressource pour la LegalTech et une fiche ressource pour l'interprofessionnalité, et puis par la suite, eh bien, réutiliser ces deux fiches ressources pour le traitement d'autres problématiques, par exemple celles sur les structures organisationnelles dans les offices. Voilà, c'est l'occasion d'enrichir ces fiches ressources et de s'en resservir.
Ces fiches ressources peuvent aussi donner l'occasion de faire des liens entre les différents blocs de compétences de notre BTS, puisqu'effectivement, on peut imaginer qu'une fiche ressource qui porterait sur la notion de tarif des notaires, donc qui aurait été établie dans le cadre du bloc 1 de l'accompagnement des clients, eh bien, cette fiche ressource pourrait être ressortie quelques mois plus tard par l'étudiant, pourrait être réutilisée, complétée, enrichie, quand dans le cadre du bloc 8, eh bien, on traitera d'une autre problématique sur la loi de l'offre et de la demande dans le cadre des prestations notariales. Voilà, donc la construction, l'utilisation, la réexploitation de ces fiches ressources vont permettre aux étudiants de prendre conscience des liens qui existent entre les différents blocs de compétences. On va mettre en avant des transversalités au sein de notre référentiel. Merci Gaëlle. C'est maintenant à Madame Amimov de vous donner donc les éléments sur les preuves certificatives. Alors, qui dit glissement vers l'épreuve certificative, sachant que pour une bonne partie des candidats, ce sera du CCF, il y a forcément un lien profond avec la formation. Et ça me permet de rebondir immédiatement vers une question qui m'a été posée à l'instant, où j'ai juste répondu en disant le lien est indispensable. En même temps, je répondais pas à la question, mais je savais que vous alliez me donner la parole dans quelques instants. Comment le lien faire entre les cours et les stages? Je vais répondre à cette question avec une sorte de petite pirouette. Vous ne faites pas des cours et le stage est un lieu de cours aussi. Autrement dit, sur cet enseignement de bloc 8, vous avez compris que on faisait feu de tout bois et on utilise tout vecteur d'apprentissage, tout vecteur de compréhension du monde économique et managérial dans lequel les collaborateurs juristes notariaux vont évoluer et évoluent en stage. Du coup, le lien entre les cours et les stages est quasiment évident puisque le stage est le lieu d'observation des problématiques que vous allez traiter en classe. À la fois, le stage va permettre de observer a posteriori, peut-être vérifier, confirmer, infirmer des choses qui ont été évoquées, étudiées avec les élèves. Et le stage va aussi permettre d'apporter des documents. Quelqu'un disait un petit peu plus haut est-ce qu'un étudiant peut apporter des documents? Il peut les rapporter de stage. D'où l'intérêt même de de ce webinaire de ce soir en amont de la deuxième année de formation de BTS-CJN, c'est que vous comprenez qu'il va être essentiel que les enseignants de première année, qu'ils soient possiblement l'enseignant du bloc 8 en deuxième année ou pas, discutent avec leurs étudiants avant le départ en stage de l'intérêt des observations qu'ils devront mener pour réussir à la fois alimenter le travail sur les problématiques en classe et surtout arriver à constituer le fameux rapport qui sera le support de la certification. Donc nous envoyons là à la certification. Il ne s'agit pas, comme le suggérait peut-être via une question quelqu'un dans l'espace de discussion, il n'y a pas de problématique à présenter, un peu comme un grand oral, si je veux faire un parallèle avec le baccalauréat, mais il y a un rapport à constituer, un rapport qui donc défini dans le référentiel, définition de l'épreuve, rapport qui n'est pas un rapport de stage, mais qui est quand même issu de l'observation de ce que vont faire les étudiants en stage. C'est encore plus simple pour les apprentis, puisque eux, ils baignent dans ce terrain d'apprentissage, dans leur étude. Donc, des remontées d'observation de stage, ou du lieu d'apprentissage, mais remontée d'observation qui doit être problématisée et réfléchie avec des problématiques à la façon de ce que vous étudiez avec vos étudiants en classe. J'ai pas de petite diapo, moi, en fait, sur ce point-là. C'est pas grave. Je vais continuer tel quel. La grande question qu'on a à se poser,
c'est comment constituer ce fameux rapport. Comment aider les étudiants à constituer ce rapport qui doit être fini à la fin de l'année pour pouvoir être le support de l'évaluation, à la fois en CCF et en épreuve ponctuelle. J'expliquerai la différence qui est en fait assez mince entre les deux versions tout à la fin de ma présentation, mais la première question qu'on a à se poser est comment amener progressivement les étudiants à devenir autonomes dans leur réflexion économique et managériale en vue de la construction de ce rapport. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question vous-même dans vos cours. Comment faire? Alors, je ne suis pas enseignante, donc ce que je vais vous dire peut vous paraître des évidences, des portes ouvertes enfoncées. Je vais juste rappeler quelques points, quelques éléments, j'allais dire quelques marqueurs à ne pas louper pour amener les étudiants à être autonomes, puisque c'est eux-mêmes qui vont construire leur propre réflexion et leurs propres problématiques autour de l'objet d'observation qui est leur lieu de stage ou leur lieu d'apprentissage. Et après, mes collègues enseignantes, elles, auront une vision beaucoup plus concrète et vous expliqueront comment l'intégrer à votre progression pédagogique dans l'année. Alors, premier élément à ne pas louper du tout, le rapport n'est pas un rapport de stage. Ce n'est vrai. Certes, ça prend appui sur le stage, mais c'est pas un rapport de stage dans le sens où il ne s'agit pas de juste décrire ce que fait l'étudiant dans le stage. C'est pas du tout l'objet de ce rapport. Le rapport n'est pas un rapport de stage, il n'est pas formalisé. Néanmoins, il répond à une demande qui est celle qui est décrite dans la définition de l'épreuve du référentiel, avec un nombre de pages limité. Il doit comporter deux parties, une partie un peu plus, pas vraiment descriptive, un peu plus portée sur le terrain d'observation, mais tout en étant déjà dans l'analyse de ce terrain, pour ensuite aller vers une analyse plus profonde, problématisée à la façon de ce que vous traitez, à la façon des problématiques qui sont, le programme de ce bloc 8. Donc, le rapport est une observation qui est adaptée à la réflexion de la problématique choisie par l'étudiant. C'est donc, deuxième point de vigilance, un travail personnel. Il n'y a pas de rapport fait par une classe. On ne peut pas dire que toute la classe a la même problématique de travail sur son rapport. Deux premiers points. Est-ce que les étudiants peuvent travailler ensemble pour constituer, je suppose, leur rapport? Oui, c'est pas interdit, néanmoins. Néanmoins, il faut pousser les étudiants à aller vers leur propre raisonnement, leur propre problématique. Ça ne veut pas non plus dire qu'on interdit aux étudiants de travailler sur la même famille de problématiques. Si on prend l'exemple soulevé par Madame Horry de la legal tech ou de l'interprofessionnalité, on pourrait très bien avoir plusieurs étudiants qui potentiellement pourraient avoir fait le stage dans un même office notarial, et qui du coup pourraient avoir des observations à faire sur l'interprofessionnalité, pourquoi pas. Pour autant, ils ne vont peut-être pas réfléchir cette problématique de la même façon, ils ne vont pas forcément avancer les mêmes réflexions, les mêmes arguments dans leur rapport. C'est-à-dire que, en tant qu'enseignant, vous devez être extrêmement agile quant au choix de la problématique en fonction des observations en office. Je rappelle bien la nécessaire collecte de données et d'informations en amont, d'où le fait que vos étudiants, pour ceux qui sont étudiants qui partent en stage, ne doivent pas partir en stage à la fin de l'année sans avoir déjà non pas une idée de la problématique qu'ils vont aborder, mais sans avoir une grille d'observation, des observables à aller observer. Bon, je vais pas gagner le concours en disant des observables à aller observer, mais néanmoins c'est un peu cela, des observables à aller observer en stage. Ça veut dire aussi que quand vos étudiants vont en stage ou quand vos apprentis sont en études, il faut favoriser le temps d'échange entre le stagiaire, l'apprenti, avec, on va dire le notaire, mais en tout cas avec la personne qui l'encadre, son tuteur de stage, son maître d'apprentissage, peut-être par des interviews. Madame Breuillet-Guyon nous disait qu'elle avait interviewé un notaire pour son corpus documentaire sur la ressource du CRCF. Bien de cette façon-là, il n'est pas interdit non plus aux étudiants de retourner a posteriori dans leur stage pour interviewer les personnes avec qui ils ont travaillé, peut-être
au regard justement de l'éclairage que vous aurez permis d'avoir, de donner à cet étudiant parce que vous avez traité différentes problématiques en cours, ces étudiants pourraient par exemple revenir auprès de leurs anciens collègues pour leur poser toutes les questions nécessaires. Ça, c'est aussi une démarche à inciter. Madame Enfin, Alima, pour oui, compléter, c'est vrai que ces entretiens faits avec les professionnels, notaires, collaborateurs, ça permet aussi de faire évoluer éventuellement la problématique choisie. Et donc d'être en capacité justement d'avoir cette agilité, d'accepter que l'étudiante propose une problématique et au regard des informations collectées, des échanges parfois lors d'un entretien, puisse faire évoluer leur problématique. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah, c'est d'une façon, donc, c'est le jalon suivant que je voulais mettre à l'esprit de tout le monde. L'idée dans ce rapport, c'est d'appréhender l'environnement professionnel en prenant de la hauteur. Ça veut dire en maîtrisant des concepts économiques et managériels. Il ne s'agit pas juste d'une observation. Si il y a analyse parce que les étudiants ont intégré des concepts économiques et managériels. Et là, c'est la partie cours dont faisait état le ou la collègue dans le chat il y a quelques minutes. Donc on en arrive à ce fameux habituel stage de mai-juin. Autrement dit, dans pas longtemps pour les étudiants de première année. Stage de mai-juin, il faut vraiment que vous aidiez vos étudiants en leur donnant un guide d'observation sur des axes ou des grands domaines liés à des problématiques qui seront traitées en année 2. Alors, on sait bien que là, c'est la première année. Je ne vous demande vraiment pas d'avoir déjà une idée maintenant de ce que vous allez faire l'année prochaine. C'est évident. Néanmoins, il y a peut-être un petit bagage à donner aux étudiants, ne serait-ce qu'un pense-bête. Revenez avec tel document, pensez à compter le nombre de personnes qui travaillent, quels sont les services, etc. Bon, les collègues pourront peut-être rebondir dessus pour vous donner quelques pistes, mais ne laissez pas partir vos étudiants en stage sans leur dire que ils ont des informations à collecter, ou ils ont plutôt simplement leurs yeux à ouvrir, leurs oreilles à ouvrir, de façon à pouvoir s'imprégner de cet environnement professionnel dans lequel ils vont baigner. Autre chose à noter, quand ils seront en stage en mai-juin, ils vont avoir accès à un nombre de revues professionnelles, peut-être en nombre plus important que ce à quoi ils ont accès dans vos centres de formation ou dans vos établissements scolaires. Ils peuvent lire, incitez-les à lire et à consulter en office. Notaire Vie Pro, le village des notaires, bon, marqué, c'est en ligne. Solution Notaire Hebdo, un peu plus difficile pour les étudiants, mais enfin bon, c'est très large, pas centré que sur les problématiques du bloc 8, mais il y a quand même énormément de choses. Incitez-les aussi à, j'allais dire, se saisir des opportunités qui peuvent être données en office pour pouvoir s'imprégner également de ces revues professionnelles dont le CRCF, notamment donc au travers des deux ressources proposées par Gaëlle et par Stéphanie, se font toujours les échos, puisque nombre de vos documents sont aussi issus de ces revues professionnelles. Et enfin, dernier point important pour faire le lien entre le stage, les cours et la certification, autrement dit le rapport que doivent constituer les étudiants, c'est habituer vos étudiants, je dis étudiants mais étudiants et apprentis, à être très ouverts à l'actualité économique. C'est-à-dire ouverts à cette actualité et être en capacité de réfléchir à la porosité ou aux conséquences que cette actualité peut avoir sur les offices notariaux. Alors pourquoi je vous dis cela? Parce que on suppose qu'il serait peut-être plus, c'est-à-dire facile, plus immédiat de réfléchir à des problématiques managériales quand on est sur l'observation de l'environnement professionnel en office notarial. Il n'en reste pas moins que l'influence économique est importante sur toute entreprise, comme un office notarial est une entreprise comme les autres, de ce point de vue-là, avec une activité soumise à l'actualité économique. Alors, on nous dit que dans le chat que éventuellement le plan serait une analyse de l'office pendant le stage pour ensuite trouver une problématique et enfin y répondre avec un raisonnement structuré si vous avez bien compris. Eh bien, vous avez bien compris, en effet. Alors, c'est la définition de l'épreuve, d'ailleurs, elle est rédigée à peu près comme telle.
le meilleur des étudiants sera faire un glissement naturel entre l'analyse, la présentation analytique de son terrain d'observation, son terrain de stage, qui naturellement devrait dégager une problématique. Parce que il serait peut-être un petit peu, il s'agit pas de faire le grand écart, hein, il s'agit que cette problématique soit une problématique liée à la réalité du terrain de stage. Je dis absolument n'importe quoi, mais je suis inspirée peut-être par mon environnement de la journée. Je suis dans une maison en pleine campagne. L'office notarial du coin est très rural. Je le sais être un petit office, pas nécessairement baignant dans l'interprofessionnalité, néanmoins très ouvert sur l'extérieur, utilisant énormément les outils numériques. Peut-être que un étudiant qui serait en stage dans ce type d'office pourrait développer des problématiques liées à l'utilisation du numérique, à quelque part, je ne sais pas pourquoi l'interprofessionnalité pourrait, je n'ai jamais creusé ça dans cet office notarial qui me paraît a priori très petit, mais en réseau. Bon, toujours est-il que la problématique qui sera développée ensuite doit être forcément en résonance avec l'observation du terrain. J'ai plein de questions, visiblement. Madame Etriref, et après je laisserai la parole puisque je vois arriver quelque chose d'intéressant sur l'organisation pédagogique. La problématique ne peut-elle pas découler de la réalisation d'un diagnostic stratégique réalisé dans la première partie du rapport? Oui, ah oui, mais c'est une bonne idée parce que la définition d'épreuve ne dit pas comment doit être organisé, quel plan doit être mis en œuvre par l'étudiant ou l'apprenti dans sa première partie. Pourquoi ce serait pourquoi pas? Je trouve que ce serait une excellente idée que cette première partie de présentation du lieu d'observation soit un diagnostic stratégique. Ça me paraît absolument intéressant. Très bonne proposition, Madame Etriref, mais je n'en attendais pas moins de cela de vous. Non, je connais Madame Etriref pour une ancienne vie d'enseignante. Qui a mis à l'écran quelque chose d'intéressant que je semble reconnaître, puisque vous m'arrêtez, mesdames, si je ne me trompe, mais c'est bien dans le guide d'accompagnement pédagogique, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait, Madame Alimoff. Donc, j'ai remis à l'écran, puisque vous évoquiez ce traitement des problématiques et à la fois la construction du rapport que font les étudiants et en même temps la collecte d'informations en études qui va permettre d'alimenter ce rapport. Donc, voilà, je vous représente ce schéma qui se trouve effectivement dans le guide d'accompagnement pédagogique et qu'on vous avait montré, je pense, lors du séminaire l'année dernière. Donc, pour illustrer le fait que c'est bien en parallèle au cours de cette deuxième année que l'on va à la fois étudier les problématiques et accompagner les étudiants dans le cadre de la préparation de leur rapport, pas de manière séquentielle, mais vraiment en parallèle, sachant qu'on va donner de moins en moins d'importance à l'enseignement des problématiques au cours de l'année au profit du temps consacré à la rédaction du rapport. Et puis donc ce rappel que vous a fait Mme Amimov sur le fait de bien penser à demander aux étudiants de collecter des informations en stage dès la fin du stage de première année, donc avant même d'avoir débuté l'enseignement. Il faudra qu'ils aient un genre de petite grille d'observation ou d'une liste d'éléments incontournables à observer à l'occasion de leur stage. Voilà, je ne vais peut-être pas développer davantage puisqu'on l'a déjà fait, et puis surtout je vois l'heure tourner. Si on veut répondre à d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là sur la présentation. C'est ce que le lycée de Villegénis propose aussi, de faire partir ses étudiants avec. Je vois dans le chat que les professeurs de Villegénis indiquent qu'ils font aussi partir leurs élèves avec une liste d'observations à effectuer. Peut-être que c'est déjà une pratique que certains ont mis en place effectivement dans cette dernière année de référentiel notariat et qui pourront réexploiter. Ce document pourra être retravaillé, pour être réexploité sous une nouvelle forme peut-être pour préparer cette observation qui donnera lieu ensuite au rapport de stage. Oui, Gaëlle, si je peux me permettre de renchérir. Donc effectivement, c'est une pratique qu'on avait déjà pour lorsqu'ils partaient en stage, pour qu'ils soient un peu ouverts sur le monde qu'ils intègrent, l'environnement de l'étude dans laquelle ils vont faire leur stage. Et donc finalement, on a effectivement retravaillé les points
d'analyse dans l'optique de préparer le bloc 8 en deuxième année. Et de ce fait, ils ont une trace déjà sur certains points, où est située l'étude, l'environnement, le type de clientèle. Enfin, on a listé un certain nombre de points à observer. Et donc, ils sont partis déjà en stage d'observation avec ce premier document et pour permettre d'aguerrir un peu leur faculté d'analyse. Et puis, on verra s'ils changent d'études, et ben, ça leur permettra aussi pour les autres stages de comparer. Et en tout cas, ils en ont déjà une trace écrite pour ce premier stage d'observation. Merci Lorena de ce partage d'expérience. Alors, peut-être qu'on peut passer maintenant à la présentation des grilles d'évaluation. Tout à fait. Juste avant, je vais répondre à deux petites questions auxquelles on n'a pas répondu dans le chat, mais ça va être très rapide. Hein. Quelqu'un nous dit, je suis en train de remonter, qui s'interroge sur la mise en avant d'une problématique en lien avec l'office notarial, qui pourrait voir cela comme la mise en évidence d'un problème. Je suppose que l'office notarial pourra comprendre ce qu'est le terme problématique et n'y voit pas forcément un problème derrière. Problématique, c'est une question, une interrogation, un étonnement. Ça veut pas dire qu'il y a un problème. C'est peut-être aussi juste que l'office notarial fait un truc vraiment bien, très moderne, très chouette, ou très plus classique, mais qui répond bien à son environnement. C'est ça, c'est pas forcément un problème, hein, une problématique. Donc, il faut bien sûr pas que ce soit compris comme tel par les offices notariaux, et c'est d'ailleurs pas du tout le but. Autre question, Elisabeth Lefebvre nous dit que peut-être c'est un petit peu ambitieux, les 12 problématiques, oulala, là ça va trop vite sur le chat, je n'y arriverai pas, que les 12 problématiques à traiter en même temps dans l'année, avec aussi le fait de faire ce rapport peut être ambitieux. On ne vous a pas dit de les traiter comme si vous alliez faire une thèse de doctorat, hein, ces problématiques. Ça veut dire les aborder. L'idée est pas forcément. Alors, vous pouvez très bien en traiter une de façon à fond, pourquoi pas, parce que ça peut être un projet d'établissement, un projet de classe, mais il est plus important d'avoir un panel important de problématiques parce que ça permet d'ouvrir les étudiants, leur donner une culture. Donc, ne soyez pas sur un traitement extrêmement approfondi. On n'oublie pas, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va pouvoir passer à la certification maintenant. On n'oublie pas que la certification, qu'elle soit, vous allez voir, grâce aux deux grilles, hein, donc on peut mettre la grille du CCF peut-être maintenant, vous allez voir grâce aux deux grilles que la certification, prenant pour appui le rapport de l'étudiant, il n'y a pas d'interrogation de type écrite ou orale sur la façon dont les problématiques ont été traitées. La façon dont vous traitez les problématiques, c'est une forme de préparation culturelle de vos étudiants, et j'insiste bien sur ce mot, une préparation culturelle de vos étudiants, une préparation à l'appréhension au sens premier du terme de leur environnement économique et managérial professionnel, pour qu'ils puissent être en capacité de réfléchir. Mais comme de réfléchir, de raisonner, faire une analyse sur une problématique qui se pose eux-mêmes. Mais comme c'est cette réflexion qu'ils vont vous soumettre, que ce soit en CCF ou en ponctuel, à la certification, que vous traitiez de façon très approfondie, vous ayez le sentiment d'aller au fond des problématiques ou pas, je ne vais pas dire qu'on s'en fiche, mais ce n'est pas le support de certification. Donc vous êtes totalement libre. Profitez-en. Ce bloc 8, et on l'avait déjà dit, il me semble, au séminaire, c'est le bloc de la liberté pédagogique. Faites-vous plaisir, d'une part, mais surtout ouvrez la culture des étudiants. J'ai l'impression que des questions ont été posées sur comment avoir une grille, etc. On n'avait pas du tout une grille d'observable, hein, on n'avait pas du tout prévu ça. Si les collègues veulent partager des grilles d'observation pour partir en stage, je vous rappelle qu'il y a pour cela l'espace Via Éduc. Donc n'hésitez pas, chers collègues, si vous avez déjà des grilles maison, n'hésitez, qui ne sont pas modélisantes, hein, évidemment. Si vous voulez partager dans un souci tout simplement d'échange, de don, l'espace Via Éduc est fait pour ça. Bien, il me reste 8 minutes pour présenter les deux grilles d'évaluation.
que vous avez déjà en ligne, qui sont en ligne depuis un moment déjà sur le site du CRCF, mais que vous pouvez télécharger directement ici. Donc je le rappelle, hein, en cliquant sur la petite flèche en bas à gauche de l'écran. Bon, rien d'exceptionnel à ces grilles. Hein. En CCF, vous retrouvez le cas classique d'une grille à profil avec des coches à donner entre le très insuffisant, l'insuffisant, le satisfaisant, le très satisfaisant et la note sur 20 au final. Mais je ne reviendrai pas dessus sur la technique de notation, puisque nous l'avons déjà longuement développé lors du premier webinaire sur le bloc 1. Pour ceux qui n'étaient pas parmi nous sur le premier webinaire, je vous rappelle que le lien est en replay dans ViaEduc et que dans les semaines qui viennent, il va falloir attendre un petit délai puisque notre webmestre est en vacances à partir de ce soir, sera mis en ligne sur le CRCF l'ensemble de ces vidéos enregistrées de ces 3 webinaires. Tout ça pour vous dire que on a déjà expliqué comment on remplissait ce type de grille. Les critères d'évaluation, bien sûr, on les a. Ils sont dans la grille. Là, vous les voyez pas à l'écran, mais vous pouvez, si vous voulez, augmenter et le mettre en plein écran, vous pouvez aussi télécharger. Les critères d'évaluation sont les critères qui sont dans la définition de l'épreuve. Capacité à sélectionner des sources d'information. On le retrouve. Alors, c'est dommage, sur l'écran, on peut pas les mettre en parallèle, mais c'est exactement le même critère dans l'épreuve ponctuelle. Capacité à sélectionner des sources d'information. Rigueur dans l'organisation de la veille informationnelle. Également pour l'épreuve ponctuelle. Précision dans l'utilisation des données économiques et sociales. Même chose pour l'épreuve ponctuelle. Capacité d'analyse et des évolutions économiques et managériales et leurs conséquences sur le notariat. Même chose sur l'épreuve ponctuelle. Argumentation fondée sur des concepts économiques et managériaux. Même chose sur l'épreuve ponctuelle. Donc vous comprenez bien que là, on est bien sur l'évaluation de la réflexion de l'étudiant, la réflexion qu'il a menée au travers de son rapport. La seule chose qui diffère entre le CCF et le ponctuel, c'est la suite. Capacité à construire un écrit organisé répondant à une problématique cohérente. En CCF, parce qu'en CCF, c'est le travail de ce rapport que vous allez évaluer, tout simplement. Vous n'allez pas lui faire une soutenance de ce rapport, c'est vraiment le travail de ce rapport qui sera évalué, et emploi d'un vocabulaire économique et managérial adapté. Version CCF. Version ponctuelle, puisque par définition dans la version ponctuelle, personne ne pourra suivre le rapport. Donc là, la seule chose qui diffère, ce sont les deux derniers. Les deux derniers critères. Vous retrouvez néanmoins le critère d'argumentation fondée sur des concepts... pardon, ça c'était déjà dit, excusez-moi. Emploi du vocabulaire économique et managérial adapté, donc l'avant-dernier critère de la grille, qui est le même que pour la version CCF, mais petit changement, capacité à construire un oral organisé répondant à une problématique cohérente, au lieu de capacité à construire un écrit organisé. Pourquoi? Parce qu'en version ponctuelle, les étudiants et ou apprentis qui présenteraient l'examen en ponctuel, autrement dit les candidats issus de l'INFN, les candidats individuels et les candidats issus d'autres centres de formation privés hors contrat, hors établissement scolaire en quelque sorte, au lieu de déposer leur rapport, viendront soutenir leur rapport à l'oral. C'est la seule différence. Mais au fond, c'est bien cette réflexion individuelle du candidat qui sera évaluée, que ce soit cette réflexion individuelle qui aura été menée au travers de cet écrit et de cette soutenance, qui sera évaluée dans les deux cas. Y a-t-il des questions? J'ai le sentiment vraiment d'avoir été un petit peu vite, mais d'un autre côté, cette certification étant tellement, je veux dire, classique finalement dans sa forme, au regard d'un enseignement qui l'est, lui, beaucoup moins, peut-être que le maître mot à garder en tête sur cette certification, c'est que c'est tout ce que vous bâtissez en cours avec vos étudiants. Plutôt qu'en cours, je préfère dire en classe avec eux, puisqu'ils vont faire cours eux-mêmes d'une certaine façon. Tout ce qu'ils vont apprendre lors de leurs observations dans leur office notarial, que ce soit en tant qu'apprenti ou en tant qu'étudiant, va leur permettre d'alimenter leur culture, leur analyse, qu'ils devront faire ressortir, ou plutôt formaliser sur un rapport écrit, soutenu à l'oral pour la version ponctuelle,
et la certification est finalement sur des critères d'évaluation extrêmement classiques quand il s'agit d'évaluer un rapport écrit ou une soutenance orale. Je crois que j'ai peut-être quelques petites questions, mesdames, sur le chat. Il me semble, si j'ai loupé des questions sur le chat que vous avez repérées, n'hésitez pas à me les poser. Je crois que Gaëlle est en train de répondre à une question très concrète. Composition du... Voilà, vas-y Gaëlle, je t'en prie. Voilà. Il y avait une question sur la composition du jury pour l'épreuve ponctuelle. Donc, on a bien 2 évaluateurs, le professeur qui est chargé de l'enseignement d'environnement et puis un autre enseignant du BTS, collaborateur juriste notarial. Donc, 2 enseignants. Et concernant la question sur combien de rapports doit rendre, chaque étudiant rend qu'un seul rapport et la date de remise de ce rapport pour le ponctuel sera spécifiée dans la circulaire l'année prochaine. Tout à fait, tout à fait. Alors, plus que la circulaire nationale, ce sont les circulaires d'organisation interacadémique qui vont préciser ça, puisque, alors, effectivement, pour les candidats ponctuels, il faudra qu'il prouve qu'il a fait son rapport, même si je rappelle que c'est l'oral qui est évalué au moment de l'épreuve ponctuelle. Néanmoins, toutes les dates de remontée de dossier, c'est comme auparavant, hein, et comme dans tous les BTS, les dates de remontée de dossier, dont le rapport fera partie, sera décrit par l'académie pilote du jury. Alors je suis un peu interpellée parce que je vois pour l'académie de Dijon, en étant issue, ça m'interpelle pour l'académie de Dijon, quel est le CRCOM que l'on doit consulter? Je ne comprends pas du tout la question. Je suis vraiment désolée. Peut-être il faudrait la préciser, cette question. Alors, bonjour, c'est l'INFN de Dijon. Donc, la question que je me... Bon, donc, Catherine Lévy, j'aurais voulu savoir, chaque fois que je veux consulter, par exemple, le CERCOM, je ne sais pas à quel nom je dois mettre à côté. Je n'arrive pas à voir les sujets zéro, à voir des corrigés, etc. Alors, c'est normal parce que c'est pas sur le CRCOM. Ok. Vous aurez du mal à obtenir les sujets zéro du BTS-CJN sur le CRCOM. C'est le site du CRCF dont on parle depuis tout à l'heure et depuis un moment. Vous avez le lien, si vous remontez sur le chat, vous avez le lien directement, mais sinon vous tapez CRCF sur votre moteur de recherche préféré, vous trouvez le CRCF et vous trouverez tous les documents dont on parle. En revanche, les corrigés des sujets zéro ne sont accessibles qu'avec une adresse académique. Alors, soit parmi vos équipes, vous avez un enseignant ou un ancien enseignant qui aurait encore son adresse académique valable et il peut y accéder directement. S'il n'y a pas, si les corrigés ne sont pas en accès libre, c'est pas pour empêcher l'INFN d'y aller, c'est pour éviter que les étudiants et les apprentis puissent s'en emparer eux-mêmes. Ce serait ballot qu'ils aient les corrigés avant que vous leur posiez les questions. Donc, si vous avez quelqu'un qui est en capacité dans votre équipe, et peut-être que c'est possible à l'INFN de Dijon, vous pourriez effectivement avoir les corrigés par ce biais. Sinon, c'est tout simplement l'INFN, donc j'allais dire centrale, Isabelle Janot, qui s'était engagée à vous diffuser les corrigés, puisque Madame Gagné lui a confié à Madame Janot c'est corrigé justement pour diffusion pour les INFN parce qu'on sait que c'est difficile pour vous que vous y ayez accès. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Madame Lévy? Oui, très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Y avait-il d'autres questions dans le chat, mesdames? Alors oui, il y a une question notamment une incompréhension sur le contenu du rapport et le lien avec les 12 problématiques sur les 16. Le rapport doit-il faire apparaître les 12 problématiques traitées sur les 16? Alors non, heureusement, sinon le rapport ferait 150 pages et ça s'appellerait quasiment une thèse. D'ailleurs, ça me permet de répondre à une question que j'ai cru voir passer. Quel est le volume attendu? Il y a un volume minimum qui est prévu dans la définition de l'épreuve, pas de volume maximal, mais soyons raisonnables. Ce n'est que le bloc 8 du BTS-CJN. Ce qui est intéressant, c'est le fond. D'ailleurs, c'est pas la quantité. Sinon, le critère d'évaluation se ferait, je vais faire une boutade peut-être parce que c'est vendredi soir que la journée a été longue, mais se ferait au poids du papier. Or, ce n'est pas le cas. Désolé de cette petite boutade. Faut-il traiter les 12 problématiques? Mais non. Le candidat
votre élève, votre étudiant traite une problématique. Elle peut être, alors du coup, elle pourrait être une problématique des 12 proposées, en l'adaptant au terrain de stage. Mais ça peut être aussi d'autres problématiques. On ne peut pas empêcher l'étudiant d'avoir des idées plus fines que celles proposées que celles que nous avons proposées dans le référentiel. Ce n'est pas interdit non plus. Et elles ne peuvent être en aucun cas imposées par le jury, puisque le jury arrive a posteriori, et ce serait assez malvenu qu'elles soient imposées par l'enseignant. Pourquoi? Parce que si cette problématique était imposée par l'enseignant, il y aurait fort à parier que votre étudiant ou votre apprenti s'en emparerait assez mal. Par contre, que l'enseignant soit là pour le guider, pour lui dire c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée, c'est bien en lien avec ton terrain de stage ou c'est complètement à côté de la plaque, ça c'est votre boulot. Y a-t-il d'autres questions? Ou est-ce que j'ai répondu à peu près tout le panel de questions qui étaient sur le chat? Dites-moi, mesdames, selon vous. A priori, les différentes questions ont été traitées, soit dans le chat, soit à l'oral. Ah oui, une question qui revient. Est-ce que le jury aura connaissance du dossier avant la soutenance? Oui, parce que c'est un document qui est déposé. Faudrait que je relise la définition de l'épreuve exactement. Je vous avoue ne pas avoir eu le temps d'ouvrir la bonne page juste avant. Par contre, sur les modalités de consultation, il n'y a pas de temps dans l'épreuve qui prévoit une consultation en amont du dossier. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, cette évaluation, la grille d'évaluation a pour critère l'oral. Donc, on pourrait presque exiger que ce soit comme pour un grand oral de bac. Vous allez évaluer la pertinence des propos et la qualité de l'argumentation sur la soutenance du candidat. De ce fait, c'est bien que vous ayez le dossier en amont, mais c'est pas le rapport en amont. Pour le coup, sur l'épreuve ponctuelle, c'est pas le rapport que vous allez noter, c'est la soutenance de ce rapport. Voilà, je crois qu'à ce coup-ci, on a fait le tour de toutes les questions. Mesdames, avez-vous, vous, une phrase conclusive, quelque chose qui fasse le lien entre vos propositions pédagogiques qui sont fournies, nombreuses, bien pensées, et ce que j'ai essayé de faire de façon relativement concise sur la certification? Peut-être juste un petit mot pour résumer ce que nous avons voulu partager. C'est vraiment l'idée de si je me mets dans la peau d'un étudiant, d'une étudiante, d'un apprenti, d'une apprentie, c'est vraiment j'observe à travers mes 3 périodes de stage ou mon temps d'apprentissage. J'y associe finalement la connaissance des connaissances scientifiques à travers l'assimilation des notions. Et enfin, cela me permet de comprendre mon environnement professionnel sur le plan économique et managérial. Merci, effectivement, c'était un beau résumé. Merci beaucoup pour cette séance très riche, très dynamique. Vous êtes devenus des professionnels de l'animation des webinaires. Donc ça, c'est très appréciable. Je voudrais juste revenir. Donc effectivement, le triptyque qu'a évoqué Mme Bruyé est vraiment important. Vous savez que un tabouret à 3 pieds est toujours en équilibre. Donc voilà, vous avez les trois axes qui permettent d'être en équilibre. Mais peut-être aussi d'avoir en tête que cet exercice de création d'un rapport, c'est conduire nos étudiants à réaliser une analyse réflexive et à se projeter en même temps. Donc, ils vont faire les deux. Et en fait, ce sont les deux clés d'un développement professionnel que l'on peut vivre sur toute sa carrière. C'est-à-dire que là, on leur donne des clés pour qu'ensuite, une fois dans le monde professionnel, ils puissent prendre en charge leur propre développement. Et en ça, c'est vraiment très, très important. C'est aussi un endroit où vous allez pouvoir vous faire plaisir et j'espère que cette liberté pédagogique que l'on vous offre ne va pas vous tétaniser ou vous paralyser, mais que vous saurez vous en emparer et ainsi pouvoir en faire une espèce de laboratoire d'innovation pédagogique. Ça a vraiment été notre souhait. Vous avez 12
12 thématiques à aborder, mais ça veut dire qu'elles peuvent changer pour partie tous les ans ou pas. Ça veut dire que ça peut peut-être se co-construire aussi avec votre classe si vous avez une promotion qui est bien dynamique, que deux fois, bah, si on a une promotion plus difficile, et ben c'est vous qui allez lister. Voilà, vous allez vraiment pouvoir changer, et moi je vous souhaite vraiment de pouvoir vous épanouir dans cet enseignement. Et nous, on viendra faire quelques observations pour discuter aussi avec vous, de savoir pour connaître la mise en place. Voilà, donc merci à vous. J'espère que ces 4 webinaires vous auront permis de répondre à vos questions. Pour certains, on est sur la veille de départ en vacances, de vacances. Donc, on vous souhaite de bonnes vacances. Alors, à échéance différente, parce que pour certains, il y a encore 2 semaines de cours avant les vacances. Donc, on est tous dans des situations différentes. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité sur ces 4 webinaires, parce que c'était un peu osé de le faire. Et je remercie particulièrement Madame Alimoff et tous les enseignants et toutes les enseignantes qui ont participé pour l'animation, parce que ça s'est fait en un temps record et qui ça a encore montré l'adaptabilité de toute cette communauté. Bonjour. Non. Bonjour. C'est trop tard, hein?